ce matin des travaux de la 13e réunion du comité intergouvernemental d'action contre le blanchiment d'argent en Afrique de l'Ouest. En marge de cette réunion s'est tenu le Conseil des ministres des pays membres de la CEDEAO et du GIAP. La journée de l'Europe commémorée hier au Grand Hôtel de Niamey, occasion pour faire connaître davantage le rôle et les actions de la cellule de l'Union européenne au Niger. 16e journée africaine de lutte contre la drépanocytose célébrée le 10 mai 2014 par l'Association nigérienne de lutte contre la maladie. Nationale sur l'interprétation de l'article 89 alinéa 4 de la Constitution. La teneur avec Borika Albert. Avis numéro 11/CC du 9 mai 2014. Par lettre numéro 00018/PAN/SG en date du 2 mai 2014 enregistrée au greffe de la Cour le même jour sous le numéro 011/greffe/ordre, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale saisissait la Cour constitutionnelle conformément aux dispositions des articles 120 alinéa 3 et 126 alinéa 2 de la Constitution aux fins d'obtenir un avis sur l'interprétation de l'article 89 alinéa 4 de la Constitution. La Cour, vu la Constitution, vu la loi organique numéro 2012-035 du 19 juin 2012 déterminant l'organisation, le fonctionnement de la Cour constitutionnelle et la procédure suivie devant elle, vu la requête de Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, vu l'ordonnance numéro 16/PCC du 2 mai 2014 de Madame le Président portant désignation d'un conseiller rapporteur, après audition du conseiller rapporteur et en avoir délibéré conformément à la loi, par lettre numéro 00018/PAN/SG en date du 2 mai 2014, enregistré au greffe de la Cour le même jour, sous le numéro 011/greffe/ordre, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale saisissait la Cour constitutionnelle conformément aux dispositions des articles 120 alinéa 3 et 126 alinéa 2 de la Constitution aux fins d'obtenir un avis sur l'interprétation de l'article 89 alinéa 4 de la Constitution. L'article 120 alinéa 3 dispose que la Cour constitutionnelle interprète les dispositions de la Constitution et l'article 126 alinéa 2 précise que la Cour constitutionnelle est compétente pour statuer sur toute question d'interprétation et d'application de la Constitution. Au terme de l'article 133 de la Constitution, la Cour constitutionnelle émet des avis sur l'interprétation de la Constitution lorsqu'elle est saisie par le Président de la République, le Président de l'Assemblée nationale, le Premier ministre ou un dixième des députés. Au regard des dispositions sur-rapportées, la requête est recevable et la Cour compétente pour donner son avis. Le requérant relève qu'au terme de l'article 89 alinéa 4 de la Constitution, en cas de crise de confiance entre le Président de l'Assemblée nationale et les députés, celui-ci peut être destitué. Il soutient que cet article énonce ainsi la sanction qu'encourt le Président de l'Assemblée nationale en cas de faute disciplinaire, puisqu'il s'agit bien d'une faute disciplinaire, tel que cela ressort de l'agencement même du règlement intérieur de l'Assemblée nationale, dont l'article 48 qui traite de la question est rangé dans le chapitre 11 consacré à la discipline. Il expose que le règlement intérieur dont la conformité à la Constitution a déjà été établie reprend à la lettre la disposition de l'article 89 alinéa 4 de la Constitution, précitée sans apporter les précisions attendues sur le contenu du concept de crise de confiance introduit pour la première fois dans l'histoire constitutionnelle du Niger, qu'il importe alors d'en cerner les contours pour éviter toute interprétation abusive. Il ajoute que la crise de confiance ne n'est pas nihilo, qu'elle repose nécessairement sur des faits et actes du Président de l'Assemblée nationale. À la lumière de ce qui précède, le requérant sollicite de la Cour l'interprétation de l'article 89 alinéa 4 de la Constitution aux fins de savoir notamment si les faits susceptibles de servir de fondement à une procédure de destitution du Président de l'Assemblée nationale pour crise de confiance sont les seuls faits et actes découlant de l'exercice des charges qui assume le Président de l'Assemblée nationale. Est-ce qualité charge dont l'étendue est spécifiée dans son serment et de manière plus précise dans les différents textes régissant le fonctionnement de l'Assemblée, ou si les faits et actes concernés peuvent s'étendre à des considérations relatives à son appartenance politique ou à des faits et actes procédant de l'exercice de sa liberté d'opinion politique,
nonobstant les droits et libertés consacrés par le paragraphe 1 de l'article 22 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques de 1966 et les articles 10 et 30 de la Constitution. Au terme de l'article 89, alinéa 4 de la Constitution, en cas de crise de confiance entre le président de l'Assemblée nationale et les députés, celui-ci peut être destitué. L'initiative de la destitution est signée par la moitié des membres composant l'Assemblée nationale. La destitution est adoptée à la majorité des 2/3 des députés. La notion de confiance renvoie au respect de certains principes tels que la bonne foi, la loyauté, la sincérité et la fidélité envers autrui. Cette confiance peut également résulter de la croyance aux capacités, compétences et qualifications professionnelles d'une personne. La crise de confiance est une situation troublée qui résulte du non-respect d'un ou plusieurs de ces principes. En considération de ce qui précède, la Cour émet l'avis suivant. La requête de M. le Président de l'Assemblée nationale est recevable. Les faits et actes susceptibles de servir de fondement à une procédure de destitution du Président de l'Assemblée nationale consécutive à une crise de confiance peuvent découler de l'exercice de ces charges consacrées par la Constitution et les textes régissant le fonctionnement de l'Assemblée nationale dès lors que ces faits et actes sont de nature à affecter la confiance que lui ont accordé les députés en l'élisant au poste de président de l'institution. L'article 22, paragraphe 1 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques de 1966 assure à toute personne la liberté d'association, donc la liberté d'appartenir à un parti politique. Toutefois, le député, a fortiori le président de l'Assemblée nationale, a l'obligation de défendre les intérêts de la nation conformément à l'article 87 alinéa 1 et 2 de la Constitution. Tout député peut se porter candidat et être élu à la présidence de l'Assemblée nationale, quelle que soit son appartenance politique, mais n'est élu que le candidat ayant recueilli la majorité des voix des députés requises par l'article 14 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Cependant, dans l'exercice de ses fonctions, il doit observer la neutralité nécessaire au bon fonctionnement de l'institution qu'il préside s'il ne veut pas perdre la confiance placée en lui par les députés. La liberté d'opinion politique est reconnue à tout citoyen par l'article 30 de la Constitution. Ce droit s'exerce librement par tout citoyen. Le président de l'Assemblée nationale peut donc l'exercer librement, mais pour éviter la mise en œuvre de l'article 89 alinéa 4 de la Constitution, il doit se garder de heurter la confiance des députés qui l'ont élu. Le présent avis sera notifié à M. le Président de l'Assemblée nationale et publié au journal officiel de la République du Niger. Ont signé le Président et la greffière. A accordé ce matin une audience à la sous-secrétaire d'État américaine adjointe aux affaires africaines, Lisa Williams, en mission dans notre pays. La 13e réunion du comité ministériel du groupe intergouvernemental d'action contre le blanchiment d'argent en Afrique de l'Ouest GIABA, c'est ce matin au Palais des Congrès de Niamey. Réunion dont la cérémonie d'ouverture a été présidée par le Premier ministre chef du gouvernement, Mamadou Adamou Bourika Albert. La réunion du comité ministériel du groupe intergouvernemental d'action contre le blanchiment d'argent en Afrique de l'Ouest se tient après celle de la commission technique de la dite institution sous-régionale. Le directeur général de GIABA, Adama Koulibaly, a dans son allocution rassuré les participants que la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme doit être permanente afin d'être plus efficace. Cette lutte doit s'exercer dans le cadre d'une chaîne de solidarité renforcée et dans le contexte nouveau d'une coopération régionale et internationale fondée sur la confiance réciproque et le respect mutuel. La ministre ivoirienne auprès du Premier ministre chargé de l'économie et des finances, Mme Nialé Kaba, présidente sortante du comité ministériel du GIABA, a fait ressortir toute l'importance de cette rencontre qui regroupe une trentaine de ministres, marquant ainsi l'engagement de tous les États membres dans le combat commun contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. Le Premier ministre a dans son discours d'ouverture fait ressortir les avancées du Niger en matière de lutte contre ces fléaux. Parlant de sécurité, je voudrais rappeler ici les événements douloureux de ces dernières années dans les zones sahélo-sahariennes, avec notamment l'occupation par des groupes terroristes, des narcotrafiquants et des forces centrifuges du septentrion malien et les attaques contre les installations militaires et minières
dans la région d'Agadez en mai 2013 en République du Niger. Ces événements sont là pour nous rappeler que les menaces, ces menaces, sont transfrontalières et elles commandent par conséquent des réponses transnationales. Ils sont là pour nous rappeler que nous devons rester en état d'alerte permanent afin de faire échec à ces menaces. Mesdames et messieurs, au Niger, nous avons adopté des lois relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. Et pour matérialiser cette volonté politique, le gouvernement de la République du Niger a créé en 2004 et mis en place la cellule nationale de traitement des informations financières, la CENTIF. Cette structure a pris sa place dans le dispositif global de lutte contre les trafics illicites et dans la promotion de la bonne gouvernance qui sont au cœur de l'action du président de la République et du gouvernement. Outre la CENTIF, plusieurs autres structures spécialisées ont été mises en place et qui concourent à la réalisation de l'objectif de lutte contre le blanchiment d'argent et le terrorisme. Je puis vous assurer que le président de la République du Niger reste très attentif aux conclusions qui vont sanctionner vos travaux, conclusions qui permettront, j'en suis certain, de renforcer davantage le dispositif de lutte contre la criminalité financière et les trafics de tout genre dans nos pays et notre sous-région. Cette 13e réunion des ministres du Djaba et de la CEDEAO intervient à un moment où la sous-région fait face aux attaques terroristes que les gouvernements sont à jamais décidés à éradiquer définitivement sur tout le continent africain. La réunion du Conseil des ministres des pays membres de la CEDEAO et du GIABA ce samedi dans la salle Margou de l'hôtel Gaoui, une réunion qui a permis d'examiner et d'adopter les rapports de la 21e réunion plénière de la commission technique du GIABA, une institution sous-régionale qui a reçu l'adhésion de deux autres pays, à savoir Sao Tomé et les îles Comores. Mahmoud Adam, le Conseil des ministres du GIABA a pour objectif d'examiner et d'adopter les rapports des 20e et 21e réunions de la commission technique du GIABA relatifs à l'évaluation du degré de conformité des dispositifs des États. Les deux réunions se sont déroulées du 4 au 7 novembre 2013 à Cotonou au Bénin et du 5 au 9 mai dernier à Niamey au Niger. Par la même occasion, les ministres ont adopté l'adhésion de Sao Tomé et Principe et l'Union des Comores, deux pays non membres de la CEDEAO. Cependant, ces deux pays qui viennent d'adhérer au GIABA ne peuvent pas assurer la présidence de cette institution selon les statuts et règlements intérieurs. Il faut dire que nous sommes à une session ordinaire donc, du Conseil des ministres du GIABA, session qui est un peu particulière puisqu'elle voit la première participation du nouveau directeur général du GIABA. Il y a l'Ivoirien Koulibaly Adama qui donc préside cette session, et en ce sens-là, c'est une session importante parce que nous avons le directeur général sortant qui a fait un bon mandat de 10 ans, qui a essayé de mettre en place les structures du GIABA. Nous sommes dans la continuité. Nous avons examiné les rapports du directeur général, le rapport d'activité du directeur général. Nous avons également examiné l'état d'évaluation dans un certain nombre de pays. Il y a des décisions à prendre pour la suite. Nous avons examiné l'adhésion des îles Comores à notre organisation. Tout cela va faire l'objet de décisions tout à l'heure et le compte rendu vous dira quelle est la position. Ces pays rentrent dans le GIABA sur la base de textes. Ce que nous avons suggéré et ce que quelques pays ont suggéré, c'est que nous puissions nous référer au texte pour épuiser la question. Si nous constatons qu'il y a un vide juridique,
que la CEDEAO puisse examiner cette question-là. C'est une question importante. Les débats ne sont pas terminés, mais ce que je voudrais rappeler, c'est que nos textes, au jour d'aujourd'hui, permettent d'accepter des pays en dehors de la zone, et c'est conformément à cette disposition-là que nous avons accepté les 2 pays frères. La rencontre de Niamey a été une réussite totale en ce sens que la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme concerne tous les acteurs. Le gouverneur de la région a remis aux populations du village de Badifa dans la commune rurale de Koremeroa une enveloppe d'1 million de francs CFA pour appuyer la construction des classes d'un collège initié par les populations à travers des travaux communautaires. Issa Saleh, Harissougav. En route pour Dogondouti mardi dernier, le président de la République, son Excellence, M. Issoufou Mahamadou, a constaté le ferme engagement des populations du village de Badifa, commune rurale de Koremeroa, département de Tibri, région de Dosso, de construire à travers des travaux communautaires leur propre collège d'enseignement général Sueji. Déjà 2 blocs de 3 classes chacun en banco sont en chantier, dont les travaux sont à un niveau très avancé. Ce qui a fortement impressionné le président de la République, son Excellence, M. Issoufou Mahamadou, et a décidé d'apporter son coup de pouce dans l'avancement normal de ces travaux, combien salutaires et patriotiques, et qui cadrent parfaitement aux actions du programme de la Renaissance du Niger, MRN, cher aux premiers responsables de notre pays. Le gouverneur Seydou Zatawali est allé ce vendredi remettre officiellement aux vaillantes populations de Badifa ces dons très symboliques du président de la République, son Excellence M. Issoufou Mahamadou, d'un montant d'1 million de francs CFA, une cérémonie qui s'est déroulée dans une mosquée, en présence du préfet du Tibri, du maire de la commune rurale de Koremeroa, du chef du village de Badifa, de l'imam de la mosquée et des populations venues nombreuses pour la circonstance. Après la remise de ce don par le gouverneur Seydou Zatawali aux bénéficiaires, une fatia a été prononcée pour que le bon Dieu, le miséricordieux, descende la paix, la quiétude et un hivernage fécond sur notre pays, suivi des remerciements de populations de Badifa au président de la République, son Excellence, M. Issoufou Mahamadou, pour ce geste qui a beaucoup de signification. Un instant après, le gouverneur de la région de Dosso a visité un des blocs de ces classes avant de prendre congé de ces populations, tout en leur rendant un hommage mérité pour cette initiative de construction nationale. Signalons enfin, en route pour Dosso, le gouverneur Seydou Zatawali a rencontré les populations des villages riverains de la route pour leur transmettre les remerciements et les salutations fraternelles du président de la République, son Excellence, M. Issoufou Mahamadou, de l'accueil dont il a fait l'objet lors de son passage pour Dogondouti, où il a effectué une mission de travail. Le gouverneur de la région de Dosso était sur un autre chantier, celui de réhabilitation du tronçon Bella-Gaya. Seydou Ali Zato est allé s'inquérir de l'état d'avancement des travaux. Reportage Issa Saleh, Harissougav. Conscient et très préoccupé de la lenteur d'avancement des travaux de réhabilitation du tronçon Bella-Gaya dans la région de Dosso, le gouverneur Seydou Zatawali, en mission de travail dans la zone, a effectué une escale sur le chantier pour constater le niveau d'exécution de ces travaux et donner un coup de fouet à l'entreprise pour accélérer davantage ce chantier. Ici, le gouverneur de la région de Dosso dit ceci. Vous savez qu'il y a 3 semaines de cela, on était passé ici avec le ministre de l'équipement qui était en visite des différents chantiers.
les travaux avancent normalement la dernière semaine qu'on était venu avec le ministre. Ce matin, encore j'ai jugé utile de revenir voir ce qui est en train d'être fait après la visite du ministre, parce que promesse a été faite au ministre que les travaux vont être repris et que tout va se dérouler normalement. Alors je trouve effectivement que les travaux avancent et que ça a avancé, il y a du progrès par rapport à la dernière visite, et que nous pensons que d'ici la fin de la semaine prochaine, ils vont boucler les travaux jusqu'au niveau des Béla pour reprendre l'autre deuxième partie, les 25 km restants à la frontière avec le Bénin. Donc ce matin, nous rentrons satisfaits effectivement de ce que nous avons trouvé et du rythme de travail que nous avons trouvé. Et nous disons que si l'entreprise maintient ces rythmes-là, effectivement, d'ici fin juin, beaucoup sera fait. Et pas tout, mais beaucoup sera fait, Inch'Allah. Notons qu'un technicien trouvé sur place a assuré le gouverneur Seydou Zattaou Ali que les travaux ont connu une avancée significative, puisque les 2 tiers de ce chantier sont bouclés et le reste des travaux connaîtront leur finition d'ici peu de temps, une promesse qui n'est pas la première. Toujours à Dosso, lancement officiel hier à Malgourou par le gouverneur de la région de l'opération vente d'aliments bétail à prix modéré. Au titre de la région, détail Issa Saleh Harissougarba. Avec une prévision de 1520 tonnes d'aliments bétail pour l'ensemble de l'opération au titre de la région, une première tranche de 760 tonnes a été dégagée au niveau central et 200 tonnes sont déjà disponibles à Dosso et prêtes à être vendues. L'objet du déplacement du gouverneur de la région de Dosso, M. Seydou Zattaou Ali, à Malgourou, dans la commune rurale de Yelou, département de Gaïa, où il a procédé au lancement officiel de l'opération de la vente à prix modéré d'aliments bétail au titre de la région. C'était en présence du préfet du département de Gaïa et du maire de la commune rurale de Yelou, et une population venue nombreuse pour la circonstance. Tous les 8 départements que compte la région de Dosso constituent les points de vente qui peuvent aussi initier d'autres points de vente secondaires en cas de besoin. Il faut noter que chaque département aura 40 tonnes avec une vente moyenne de 2 sacs de 50 kg par éleveur. Et c'est là pour donner une chance à la plus grande majorité de bénéficiaires de cette importante opération, d'où le sac de 50 kg de son de blé est vendu à 4 000 francs CFA, tandis que sur le marché, il est vendu à 10 000 francs CFA. Et le sac de 50 kg de tourteau est vendu à 5 000 francs CFA, tandis que sur le marché, il est vendu à plus de 10 000 francs CFA. C'est pourquoi le gouverneur Seydou Zattaou Ali, en s'adressant à cette population bénéficiaire, a tenu à dire à ces populations d'être justes et modestes. Pour qu'un bon nombre de leurs en tirent profit, il faut éviter la spéculation et le détournement de ce produit chèrement acquis par les autorités de la 7e République à travers le programme